Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe pour sa diplomatie? Nous sommes avec Sébastien Maillard de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. On va commencer par un nombre. Ce nombre, c'est 139. 139, c'est le nombre d'ambassades de l'Union européenne partout sur la planète. Alors, est-ce que l'objectif de ce réseau diplomatique européen, à terme, c'est de remplacer les diplomaties nationales? Non, ce n'est pas de les remplacer, mais c'est d'aider l'Europe à parler d'une seule voix. Un ambassadeur de l'Union européenne dans un pays va réunir ses homologues des 28 pays de l'Union européenne pour arriver à se coordonner et à se mettre d'accord lorsque, par exemple, on négocie un accord de libre-échange, lorsqu'on veut aider au développement tel ou tel pays, on a une position comme ça unifiée. Alors, en général, la diplomatie, c'est pour transmettre un certain nombre de valeurs. La diplomatie européenne, c'est pour transmettre les valeurs de l'Union européenne. Quel point commun y a-t-il entre la Hongrie de Orban et la France, par exemple? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'écart n'est pas trop important? Malgré ces divergences, on arrive à se mettre d'accord sur certains dossiers précis. Par exemple, lorsque Vladimir Poutine a annexé la Crimée, lorsqu'il fait la guerre en partie de l'Est de l'Ukraine, eh bien, les 28 se mettent d'accord pour sanctionner la Russie avec des sanctions économiques, un embargo militaire. Eh bien là, des gels des avoirs, là, on a effectivement une position unique parce qu'on a des intérêts communs. Lorsque Donald Trump relève les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, là aussi, on a une réponse européenne unifiée. Donc, on a des intérêts communs. Ce n'est pas qu'une question de valeur de la diplomatie, c'est aussi une question d'intérêt bien compris des Européens. Malgré tout, on sait en gros, il y a deux grands pays de la diplomatie en Europe, c'est la France et le Royaume-Uni. Que pèse la parole de Federica Mogherini, qui est on va dire, la ministre des Affaires étrangères européenne, face par exemple au Royaume-Uni? Qu'est-ce qu'elle pèse réellement? Par exemple, sur l'accord nucléaire iranien qui a été négocié en 2015, c'était fait avec le Royaume-Uni, avec la France, avec l'Allemagne et avec Mme Mogherini, qui effectivement a joué un rôle important aussi de coordination de la position européenne. Vous êtes d'accord avec moi quand même que le sentiment général en matière de diplomatie, c'est qu'il n'y a pas une voix européenne. Qu'est-ce qui donne ce sentiment? Ça dépend des dossiers, effectivement. Parfois, on avance en ordre dispersé parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts selon les régions. Lorsque vous êtes dans les pays baltes, eh bien, vous, comme l'Estonie ou la Lettonie, vous regardez beaucoup plus ce qui se passe en Russie, vous êtes beaucoup plus inquiet de la menace russe que vous le seriez, par exemple, au Portugal, où là, on va peut-être regarder davantage vers les pays lusophones et vers l'Afrique. Donc, on a une divergence parfois d'appréciation aussi commune de la menace. L'un des grands défis de l'Europe depuis toujours, depuis que l'Union européenne existe, c'était d'avoir un numéro de téléphone unique. C'était l'Américain Kissinger qui disait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire l'Europe a un numéro de téléphone? Elle a un numéro de téléphone lorsqu'un dossier, elle arrive à parler d'une seule voix. Par exemple, dans ceux que j'ai cités, là, effectivement, on peut appeler Bruxelles. Pour d'autres, il vaut mieux appeler Paris ou Berlin ou Londres. Sébastien Maillard, merci beaucoup. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.